دوستان گرامی خوش آمدید. نوروزتان را شاد باش میگویم. میبوسمتان، خوش باشید. هفته یک بار ایشون میان کلاس و علاقه این بچه رو ببینید که چقدر به نوروز علاقه منده و مطلب رو آماده کرده که به دوستان ایرانی شاد باش بگه. Chers invités, chers amis, soyez les bienvenus. Je vous félicite, chers amis, le nouvel an, le Nowruz ancestral, et je vous souhaite une très bonne année pleine de joie et de réussite. Le programme débutera avec un discours par M. Alexandre sur le Nowruz, ensuite une présentation de la nappe de sept signes, ensuite l'histoire sommaire de Nowruz et la Dame du Froid, ensuite puis une musique turque par M. Mostafa, et s'en suivra une lecture d'un beau Razal de Hafez avec la traduction de Madame Micheline, puis ensuite une réception et une danse. Et je vous souhaite une très agréable soirée, très chers invités. Alors ce soir, ce que je vais vous faire, et ça va vous plaire, c'est des images de Persépolis qui sont orientées sur le Nowruz. Vous allez voir, je n'ai pas fait trop de symbolisme parce que bon, ça peut un petit peu ennuyer, c'est un peu long, c'est un peu lourd. Alors je voudrais vous montrer simplement des images de Persépolis et vous dire que dans tout ce que vous allez voir, tout est symbolique. Tout a une valeur et une connotation symbolique. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. C'est un site absolument extraordinaire. Vous pouvez le voir comme un touriste. Ah oui, c'est beau, et tchac, une photo, et tchac, une photo, et un peu de film. Et puis, vous pouvez aussi le voir avec une pensée symboliste. Donc, essayez de trouver la symbolisme. Pourquoi a-t-on fait ça? Pourquoi a-t-on représenté? Pourquoi a-t-on représenté ça, tel sujet, dans cet endroit-là, et pas dans un autre? Eh bien, c'est tout à fait extraordinaire. Persépolis, eh bien, s'adapte parfaitement. Donc voilà, nous sommes partis pour une visite de Persépolis. Alors Persépolis est un site extraordinaire, 40 hectares de ruines. Hein. Donc, voilà, le site lui-même, vous avez la route, donc vous avez la taille exactement. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer des photos qui ont été prises du cou, j'ai donné la montagne ici, où vous voyez la taille des personnages. Vous pouvez vous faire une idée de la taille des personnages. Donc c'est un site de 40 hectares, et il y a eu beaucoup de problèmes parce que dans le temps, en 1937, quand les Américains sont venus et ont fouillé, ont dégagé le site, eh bien on a dit c'est une ville, la ville de Persépolis. Et puis on a retrouvé des textes, on a trouvé des documents écrits, et on s'est dit, non, ce n'est pas une ville, c'est autre chose. C'est un site cérémoniel. Et en fait, le site cérémoniel, le voici, et la ville se trouvait ici tout autour. Et maintenant, on est en train de dégager, on est en train de faire des fouilles, et on est en train de voir non seulement des palais, mais aussi des maisons, des ateliers, qui montrent qu'il y avait des gens qui se trouvaient ici, qui vivaient ici dans les alentours, alors, de Persépolis. Qu'est-ce que c'est que Persépolis? Eh bien, c'est un site cérémoniel qui était certainement occupé par, vous allez voir, différentes populations, différents personnages, quand, eh bien, le moment du Nowruz. Dans la durée du Nowruz, c'est-à-dire un peu avant et un peu après, mais les fêtes du Nowruz, c'est-à-dire de la nouvelle année, se déroulaient ici, quelque part ici, peut-être dans les salles d'audience qu'on appelle la Padana. On ne sait pas beaucoup de choses là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que le roi venait, et au Nowruz, chose étonnante, le nouveau jour de l'année, il recevait toutes les délégations de l'Empire. Et vous allez les voir.
Nous allons y voir toutes ces délégations d'Empire. Il les recevait, pas pour dire bonjour monsieur, bonjour madame, enchanté, je suis content de vous revoir. Non, il y avait une symbolique. Les gens ils venaient à Persépolis et il y a une symbolique de cette venue. Et vous allez voir, c'est très, très, très particulier. Alors voilà très rapidement le plan. La tombe, voilà le plan, 40 hectares, voilà la fameuse appât d'âne, le grand escalier avec la porte des nations. On l'appelle comme ça parce que les documents nous disent c'est la porte de toutes les nations. Intéressant déjà, vous voyez, au niveau symbolique, ce n'est pas une porte d'entrée, c'est une porte qui est réservée pour toutes les nations. Toutes les nations de quoi? Ben, toutes les nations de l'Empire achéménide. La porte inachevée, vous avez les fortifications, vous avez la salle aux 100 colonnes, on ne sait pas très bien à quoi elle servait, le trésor, et vous avez ici des salles qu'on appelle le tripylone, le hadish, tous des endroits qui étaient sans doute la partie habitée et habitable de Persépolis. Nous allons y revenir. Voilà donc une vue aérienne qui vous montre une vue plongeante sur ce site de Persépolis. Alors voilà l'entrée. Quand nous arrivons à Persépolis, je ne sais pas pourquoi il y a un petit truc, c'est comme si... Bon, il y a sans doute des vibrations. Eh bien... Je ne sais pas. Voilà. Eh bien, quand on arrive à Persépolis, on arrive par la grande avenue, qui est très très importante. Cette avenue, on arrive sur le site et on va monter les escaliers qui se trouvent ici. Alors on arrive par cette avenue, qui est une avenue très droite. On a fait des fouilles et on a vu qu'il n'y avait rien en dessous de l'avenue, et on s'est demandé pourquoi. Eh bien, vous savez que le Nowruz, c'est-à-dire le 21 mars, le soleil se lève juste derrière la colline, juste dans l'axe de cette porte, la porte des nations. Donc déjà, un symbolisme très important, le lever du soleil du 21 mars, eh bien, se situe en plein axe. Donc les gens qui arrivaient, vous imaginez les délégations qui arrivaient donc en délégation, donc, et qui allaient avant de monter les escaliers, eh bien, ils étaient illuminés par le soleil qui se levait dans cet axe-là. Nous avons il y a quelques années une exposition avec un dessinateur qui, il y a quelques années, était venu dans... Je travaillais au Cinquantaine, et qui était venu me demander, est-ce que vous pouvez m'aider? Je travaille sur la reproduction de Persépolis. C'était pour les aventures d'Alix, je ne sais pas si vous connaissez la chose. Et je lui avais dit, ok, d'accord, je veux vous donner la documentation. Et ce dessinateur dessinait tellement bien, j'ai dit, écoutez, on va faire une exposition sur les reconstitutions graphiques de Persépolis. Alors c'était une exposition consacrée à partir des ruines, le relèvement au niveau scientifique de toutes les colonnes, de tous les murs, de toutes les décorations qu'il pouvait y avoir à Persépolis. Qu'il pouvait y avoir, parce qu'on n'en est pas beaucoup sûr. Mais on est certain que la vision que vous avez vue tout à l'heure de la porte, eh bien, elle devait être comme ça. C'est-à-dire une porte encadrée dans un bâtiment avec des tours tout à fait classiques. Et vous voyez qu'on montait les escaliers donc, et on pénétrait par cette porte dite de toutes les nations. Voilà cette porte vue de côté. Vous voyez, il n'en reste pas grand-chose. Le bâtiment lui-même a complètement disparu. Il y a deux ensembles qui sont très très importants et une salle principale dont le toit était soutenu par 4 colonnes. Eh bien, quand on visite le site et quand on visite le matin, quand on rentre le matin, eh bien, quand on passe cette porte, on est étonné de voir, quand nous avons passé les deux portes, porte intérieure et porte extérieure, quand on se retourne, eh bien, ces génies ailés qui sont ici, qu'on appelle les lamassous. Les lamassous, donc Gopacha, que les Iraniens ont assimilé à Gopacha, eh bien, c'est des animaux qui sont des animaux à caractère symbolique. Ils sont là, pas pour le plaisir de représenter des animaux comme ça, qui sont à la fois à tête humaine, corps de taureau, vous allez voir, c'est tout à fait particulier, c'est des éléments qui sont disparates donc, dans le monde zoomorphe, mais ils sont là pour protéger l'entrée. Donc, vous passez une entrée qui était autrefois considérée comme une entrée sacrée, protégée. Ça veut dire que n'importe qui ne pouvait pas franchir les portes s'il n'y avait pas eu d'autorisation. Donc on rentre là, si vous avez la permission, si c'est possible pour vous de rentrer,
et on ne rentre qu'à une certaine occasion quand le roi est là, pour être protégé. Donc, tous les artistes qui ont créé et qui ont reproduit les délégations de l'Empire, des nations de l'Empire, les 24 nations de l'Empire, eh bien, chaque nation est représentée non seulement par des gens avec un costume particulier, mais aussi par des objets qui sont des seuls objets symboliques de l'État-nation qui vient les représenter. Donc c'est tout à fait particulier. Ici, nous avons une délégation 1 qui sont les Mèdes. Les Mèdes on porte le costume, le bachlik tout à fait caractéristique, le costume, et ils viennent apporter des objets, qui sont au niveau de l'archéologie, c'est très intéressant, parce que dans les tombes Mèdes, de la région de Kelmanshah, de Hamedan, par exemple, eh bien, les tombes du premier millénaire avant notre ère, les tombes de cette population mède, eh bien, vous donnent toute une série d'objets du même type. Les anneaux, les épées, les vases, du même type. Et ces trois types d'objets ne se retrouvent dans aucune autre délégation. Donc ils sont liés symboliquement à la délégation qui vient les apporter, l'État-nation. Voilà une autre État-nation, les Élamites. Et les Élamites, eux, apportent, vous allez voir, des arcs, des objets, des épées, d'autres objets qui sont totalement différents, mais qui sont symboliques de l'État-nation élamite, de l'Élam, de cette région du sud-est, de sud-ouest, de l'Iran. Voilà, ça fera plaisir à Katia et à notre ami Neva, les Arméniens, qui apportent des vases tout à fait typiques de l'Arménie, liés... Ouais, c'est moi, c'est ma faute. Voilà. J'ai oublié mon petit zapper là, mais bon, c'est mieux pour moi comme ça, je fais un peu de gymnastique. Voilà ce que eux apportent. Ils apportent des chevaux tout à fait particuliers, ils apportent des vases. Eh bien, ce genre de vases, on les trouve en Arménie, dans les tombes des grands chefs arméniens. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc, les Arméniens ont apporté des éléments qui sont des éléments qui peuvent immédiatement faire référence à leur État-nation. C'est un petit peu comme si nous avions ici parmi nous des gens qui arrivaient avec une castagnette, avec un petit taureau, des appareils, on dit « Ah, cela espagnol, pas de problème. Ou une chope de bière, cela allemand directement. » Vous voyez, il y a des objets qui sont des symboles de l'État-nation qu'ils sont représentés. Voilà ici les Arméniens, les voici, avec l'huissier, le chef de délégation et les chevaux. Or, l'Arménie est connue depuis le deuxième millénaire avant notre ère comme étant un centre d'élevage du cheval. Et ce sont des chevaux tout à fait particuliers, les vases tout à fait particuliers. Il faut vous dire qu'il n'y avait pas d'inscription. À l'époque, les gens venaient et ne voyaient pas « Ah, ça, c'est les Arméniens, ça, c'est ceci, ça, c'est cela ». Non. Ils devaient comprendre, rien qu'à voir le cheval, le type de cheval, le type de vase, hop, automatiquement, ce sont les Arméniens. Et voilà, ici, d'autres délégations, les Babyloniens en haut, très jolis, et puis les Syriens en dessous. Les Babyloniens avec le bœuf de Babylone, le bœuf qui travaille les champs en Babylonie, dans la plaine d'Irak actuelle, et ici, pour les Syriens, le char araméen, très connu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que les Juifs, à l'époque de l'Exode, non, pardon, à l'époque de l'arrivée dans la terre promise, le post-exilique, donc Moïse, Joshua et tous les autres, avaient une peur bleue des Syro-araméens à cause de leurs chars de guerre, leurs chars d'assaut. Eh bien, vous l'avez ici. C'est un élément tout à fait symbolique de la Syrie, de la région de Syrie et du peuple syrien de l'époque. Donc voilà quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et toutes ces délégations ne viennent pas offrir un char ou les uns un bœuf au roi, ça n'a rien à voir. Il faut dépasser l'entendement et il faut se mettre au niveau symbolique. Ces gens viennent devant le roi, faire allégeance devant Darius, devant Xerxès et les autres, ils viennent faire allégeance et ils portent en eux tous les symboles de leur État-nation. C'est ça. C'est pour dire, voilà,
on n'inscrit pas, ce ne sont pas des Français et des Allemands, non, mais rien qu'au fait que vous voyez là, eh bien, vous savez que ce sont des Français et des Allemands qui sont venus rendre hommage au roi. Donc vous voyez un petit peu, c'est quelque chose de tout à fait particulier. L'image renvoie à un symbole qui était à l'époque tout à fait compris, tout à fait connu. On se disait bien, ben oui, voilà, au Nowruz, les délégations arrivent, elles sont délégations d'Arménie, de Cappadoce, de Bactriane. Elles sont toutes représentées avec quelque chose qui est totalement typique d'elles. Voilà ici les Assyriens, donc l'Irak du Nord, grand élevage du mouflon, notamment, voilà, connu, archi connu à l'époque, étant donné que c'était quelque chose de tout à fait caractéristique de la région. Les voici représentés avec une caractéristique de la région qui devient symbole de leur, si vous voulez, de leur allégeance au roi. Ici, nous avons les Cappadociens. Les Cappadociens apportent des tissus de Cappadoce, donc très connus à l'époque, tout à fait caractéristiques de l'époque. Ils viennent symboliquement faire allégeance au roi et apporter tout ce qu'ils ont de meilleur au roi. C'est ça au niveau symbolique. Ils viennent en représentation et ils apportent au roi tout ce qu'ils peuvent, tout ce que la nation des Cappadociens peut apporter au roi. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout à travers l'objet, c'est la symbolique même de l'identité nationale. Voilà les Sakas ce sont les scrites, eux viennent avec leur grand costume, avec leur bonnet en pointe tout à fait particulier, l'arc qui est un arc de steppe, vous voyez, les épées, quelque chose de tout à fait particulier, qui rien qu'à au fait de le voir ça, vous dites, hop, hop, vous seriez là à 500 avant notre ère ou 480 avant notre ère, hop, automatiquement, ce sont les Sakas, puisqu'ils sont symbolisés par les objets qu'ils représentent. Voilà, les Lydiens, décidément, je ne peux pas m'obéir. Voilà, les Lydiens ioniens, ce sont les gens de l'ouest de l'Anatolie, qui sont compris comme une seule nation, mais dans cette nation, nous savons très bien par les auteurs grecs, évidemment, qu'il y a des Lydiens et des Ioniens, et que l'un n'est pas l'autre. Hein. Demandez à un Auvergnat s'il est un Lorrain, ou un Lorrain s'il est un Breton, ou un Breton s'il accepte d'être mélangé avec les gens du Nord. Non, 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 non. Ça c'est fini, c'est terminé. Non, nous sommes Bretons, nous sommes Lorrains, nous sommes ceci. Mais pour les Perses, ils ont compris ça comme quelque chose d'un seul peuple, un seul État-nation, et ils les ont représentés. Maintenant, nous le disons Lydiens, Ioniens, parce que nous savons très bien les différences qu'il y a entre les deux. Voilà encore d'autres, les Gandhariens, le Gandhara, tout à fait symbolique avec le bœuf, avec une bosse, hein, des plaines du Gandhara, du Pakistan, et les Bactriens avec le chameau, ici, c'est pas le dromadaire, c'est le chameau, 2 syllabes, 2 bosses, tout à fait classique des Bactriens, de l'Afghanistan actuel. Rien que ça, ce sont des éléments qui symbolisent même la puissance, la richesse de ces nations qui viennent rendre hommage au roi. Alors nous avons laissé ça, il y en a 24, je ne vais pas vous les faire 24, chacun apportant quelque chose de tout à fait particulier. Ici, nous avons un peu plus au nord, l'escalier que je vais photographier, c'est ici, et plus au nord, nous avons ce qu'on appelle le terme grec, parce que ce sont les fouilleurs qui ont donné ce terme à ce bâtiment, dont on ne connaît pas le nom, qui s'appelle Tripylone 3 pentes. Alors c'est un terme grec. Et ce terme grec est très intéressant, plutôt ce bâtiment est très intéressant, parce qu'il montre quelque chose de tout à fait particulier. Ce sont les personnages, d'un côté les Perses, d'un côté les Mèdes, de nouveau le symbolisme perse et Mède étant à l'origine de l'empire achéménite. Et ils montent les escaliers comme vous les montez. Regardez, ils montent les marches. Donc ils montent la même marche que la vôtre, que vous, quand vous montez vers le bâtiment, vers la terrasse du bâtiment. Ils sont là représentés. C'est une merveille quand vous êtes là devant, parce que imaginez-vous que ce sont des gravures, hein, des reliefs qui ont été gravés en 480, 475 avant notre ère. Et ils n'ont pas changé.
et vous pouvez encore mettre votre main dessus. C'est comme si le lapicide, celui qui a fait le relief, l'artiste qui a créé, qui a gravé, était passé il y a un jour ou deux. C'est tout à fait extraordinaire. C'est quelque chose de tout à fait beau. Ça a à peine 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur, mais ce sont des choses tout à fait particulières. Voilà les reliefs ici représentant les Mèdes, vous voyez, avec un costume tout à fait différent. Mèdes d'un côté, Perses de l'autre. Alors, on s'est demandé, est-ce qu'il y avait vraiment des délégations de Mèdes et de Perses qui montaient les escaliers? Et on s'est dit, oui, c'est possible, vous savez, comme les archéologues et souvent les historiens ont des visions un petit peu fantasmagoriques. On dit, oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ok, il y avait des délégations de Mèdes et de Perses. Mais qu'est-ce qu'ils venaient faire ici? Eh bien, on sait maintenant, c'est que toutes ces délégations, qui étaient des gens qui avaient une certaine importance au niveau politique, eh bien, monter les escaliers, non pas pour le plaisir de monter les escaliers, mais lors des cérémonies du 21 mars, du Nowruz, eh bien, ces gens montaient les escaliers parce qu'il y avait des cérémonies qui étaient, en fait, qui leur étaient réservées dans la partie, justement, du Hadish et du Tripylon, derrière. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous montrer que ce n'est même plus la réalité, c'est la réalité transcendantale, c'est le symbolisme, c'est pour montrer que tous ces gens, qui étaient des gens de l'Empire, donc qui avaient une certaine importance au niveau politique de l'Empire, montaient, et c'est la représentation symbolique de cette montée vers des endroits où ils devaient être reçus par le roi. Voilà, les Perses, regardez, les Perses, vous voyez la différence avec les Mèdes, chaque personnage est différent. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Est-ce qu'on voit bien là? Parce que j'ai un peu peur avec les lumières. Bon, voilà. Voilà les autres personnages, les Mèdes, qui montent des escaliers. Vous voyez, chacun est différent. Et chacun a devant lui un objet qui est un objet symbolique, qui est en fait une fleur de lotus. C'est la fleur de lotus, c'est le symbole même de la sérénité. À l'époque, bien entendu, de Darius, c'est le symbole de la sérénité, c'est le symbole aussi de l'acte accompli, c'est-à-dire l'accomplissement du travail de fonctionnaires, puisque ce sont des fonctionnaires, militaires ou civils, eh bien, qui montent avec une fleur de lotus à la main, donnant la symbolique que c'est l'action de leur travail pendant une année, du 21 mars de l'année précédente au Nowruz actuel. Donc voilà, regardez, c'est tout à fait extraordinaire, cette fleur de lotus que la plupart d'entre eux tiennent dans les mains, et qui est le symbole de cette... pour montrer qu'ils ont accompli leur travail pour l'année, et qu'ils viennent rendre compte de leur mission, de leur travail, ou eh bien, dans les salles qui sont à l'arrière, et qui sont la partie, sans doute, administrative du palais et du site de Persépolis. Voilà, vous voyez, c'est très beau, c'est magnifique, c'est des reliefs qui sont absolument superbes. Chez nous, en Occident, on mettrait directement des vitres devant pour les protéger, et là, vous avez encore cette possibilité. Vous voyez, certains ne sont pas représentés avec une coupe à la main ou une fleur de lotus. Donc voilà, vous voyez, il monte une marche. Il est comme vous, et cette marche, c'est pas la même que la nôtre, celle que l'on emploie, que l'on utilise pour monter, c'est une marche symbolique. Nous avons ici une délégation tout à fait symbolique de gens qui devaient rendre compte le 21 mars, le jour du Nowruz, au roi de leur action, de leur travail, de leur fonction. Un autre élément qui est plus au sud de Persépolis, donc de la terrasse de Persépolis, c'est le Hadish, donc qui a été plutôt achevé durant le règne de Xerxès, le fils de Darius, et son petit-fils Artaxerxès Ier. Et le voici le roi représenté sortant du Hadish. Vous allez dire sortir, attendez, vous le voyez, le roi marche,
il sort du bâtiment, il est accompagné d'un flabellifère, un chasse-mouche, et de l'autre côté, vous avez un homme qui soutient un parasol. Eh bien, le parasol est une création iranienne. Donc, vous voyez, voilà quelque chose qui est une création qui a été créée par les Iraniens. Le parasol pour empêcher le roi, pour ne pas que le soleil, que la lumière solaire ne gêne pas le roi. Donc, voilà. Et sur cette cour du Hadish, juste devant le bâtiment, vous avez quelque chose de tout à fait extraordinaire. Une image symbolique par excellence, c'est le Fravahar. On l'appelle aussi, dans la vestique, le Frahar. C'est, en fait, on a pensé à un moment donné que c'est l'image de Ahura Mazda qui sort du cercle solaire et qui vient bénir le roi ou XY. Et puis, on s'est trouvé devant le fait accompli que le roi, souvent, est représenté sans Fravahar. Il n'y a pas de Fravahar au-dessus de lui. Et on s'est demandé pourquoi, à un moment donné, il est censé parler, recevoir un émissaire, recevoir un fonctionnaire, et à un moment il est représenté, mais représenté seul, comme un peu une potiche, je dirais, hein, et il n'y a pas de Fravahar dessus. Eh bien, on pense plutôt que ce Fravahar serait l'image de l'ange gardien, c'est-à-dire du double du roi, qui est censé vivre dans l'au-delà, au ciel, hein, comme vous voulez, hein. On n'a pas d'explication encore, mais qui serait le pendant du roi lorsque le roi parle. Et lorsque le roi parle, il émet un son, symboliquement il émet un son, dont il vit. Et quand il vit, quand il est représenté vivant, eh bien il a besoin d'être représenté avec son double, son ange gardien, qui est représenté par le Fravahar. Et le Fravahar est toujours représenté au-dessus de l'image du roi quand le roi est censé s'adresser à son peuple ou à ses fonctionnaires. Quelque chose de tout à fait particulier. Voilà le signe du Fravahar. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il faut reconnaître que nous n'en savons rien. Nous supposons que c'est ça, puisque je vous ai dit la différence entre les deux représentations, mais nous ne savons pas pourquoi il est ailé, pourquoi il a des pattes, pourquoi il y a un cercle, pourquoi il y a un petit personnage. Nous savons simplement que la divinité, et ça nous a fait beaucoup de tort, c'est que chez les Assyriens, donc qui sont les Assyriens du 8e, 7e, 6e siècle, qui ont précédé la civilisation iranienne achéménide, eh bien, le dieu Assur, le dieu primordial de la Syrie, comme son nom l'indique, eh bien, c'était un personnage qui sortait d'un cercle légèrement ailé et du même type, ou à peu près du même type. Et on a cru qu'il y avait là, à ce moment-là, on pouvait faire une comparaison. Erreur magistrale, c'est tout à fait une autre symbolique. Là, c'est la représentation du dieu, ici, c'est la représentation du Fravahar. À côté du Fravahar, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Ce sont les lamassous qui sont cette fois-ci représentés. Ils sont représentés ici, gravés. C'est les lamassous que vous avez vus sur la porte des nations. Ils sont ici représentés, chacun de part et d'autre du Fravahar, comme gardiens. Ils gardent, ils sont censés être les gardiens de cette image du double du roi, cette image de l'ange gardien du roi, qui est ici, et ils sont, dans le monde symbolique, chargés de représenter et de purifier, si vous voulez, ou d'empêcher qu'il y ait que le double du roi soit perturbé ou soit souillé par des mauvaises actions, par des mauvaises pensées, par des mauvaises paroles. Voilà la valeur apotropaïque et symbolique de ces grands lamassous que vous avez vus tout à l'heure, qui se trouvent ici, visiblement ici pour garder un élément qui est un élément sacro-saint de l'image. Et ils reprennent, c'est la même image, le personnage barbu, avec les cheveux, la couronne, les cornes qui indiquent l'état de divinité, d'importance de divinité. Voilà. Les voici, ici, et ça provient au musée du Louvre, c'est l'exposition des panneaux de Suse, de Chouche, où on les voit ici, coloriés, vous voyez, où les briques, on les a retrouvées, et on les a retrouvées avec leur vraie couleur, ce qui nous a permis de colorier l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de la reproduction coloriée des colosses de la porte des nations. Alors, sur la façade du mur nord de la Padana et les escaliers, vous avez la même chose que vous avez vu à l'escalier est, mais vous avez ici des représentations, mais qui sont moins
plus altérée par le vent, par les éléments naturels, mais aussi de facture un peu moins parfaite. La sculpture, là, si vous arrivez devant et que vous regardez bien, et puis que vous tournez le coin vers les escaliers, vous verrez directement la différence. Et là, vous avez, mais on les voit mieux, vous avez toutes les nations, les 24 nations que vous avez vues tout à l'heure, que certaines vous avez vues tout à l'heure, sont ici représentées, mais la gravure est moins parfaite, elle est moins agréable. Et en plus, il manque toute la partie supérieure, chose qui ne manque pas de l'autre côté des escaliers. Et vous voyez, voilà, chaque délégation séparée par un cyprès, amenant exactement le même type d'objet symbolique, ici. Donc c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que nous avons quelque chose qui est très intéressant. Nous avons la porte nord, l'escalier nord, qui se trouve ici de part et d'autre, là et là. Eh bien, c'est l'accès de toutes ces délégations. Tandis que l'escalier, est-ce que je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est la sortie des délégations. C'est tout à fait particulier. Et chose tout à fait étonnante, et là nous ne comprenons pas la symbolique, c'est que de part et d'autre de ces escaliers, les délégations que vous avez arrivent en sens contraire. Donc, je veux rentrer à l'escalier, je vais dans cette direction-là, je monte, et je me trouve face à la représentation de ma délégation, de la symbolique de mon État-nation, tandis que pour la sortie, je descends les escaliers, et de nouveau, je me trouve en face avec des reliefs qui sont dirigés dans mon sens. Donc vous voyez, chose tout à fait particulière. On pourrait dire, oui, bah non, ils se sont trompés, ils devraient montrer les gens sortant et les gens rentrant dans le bon sens. Eh bien, c'est tout le contraire. Donc, symboliquement, il y a quelque chose qui est là, mais là, nous n'avons pas la capacité de comprendre. Alors, sur la face des portes de la salle aux 100 colonnes, vous avez des représentations du roi, de délégations, enfin sans doute un officiant, et l'armée. Voilà, cette même porte, comment elle devait être à l'époque où le bâtiment n'était pas une ruine, vous voyez, voilà. Et voilà ici quelque chose de très très intéressant. Vous avez le roi, accompagné de son chasse-mouche. Vous avez ici le fravard, je vais vous montrer tout à l'heure. Et chose tout à fait étonnante, vous avez quelque chose ici. De part et d'autre de la porte, vous avez 14 nations qui sont représentées ici, supportant la chaise, le tarte, la chaise sur laquelle est assis le roi. 14 nations, États-nations. Alors vous allez me dire, oui, ben attendez, on a vu 24. Et maintenant, 2 fois 14, ça fait 28. Comment se fait-il? Eh bien, il y a eu quelque chose qui est arrivé, c'est qu'on ne voulait pas représenter 24, on a jugé bon de représenter 28. Quoi? En y ajoutant les conquêtes, non plus de Darius, mais de Xerxès. Donc cette porte représente l'État-nation de l'Empire, les États-nations de l'Empire, à l'époque de Xerxès, le fils de Darius. Tandis que sur les parois de la Padana que vous venez de voir, est et nord, c'est l'époque de Darius. Donc c'est l'époque du père. Entre le père et le fils, il y a eu des conquêtes, il y a eu des pertes de territoire et il y a eu des conquêtes de territoire. Mais vous voyez, symboliquement, c'est eux qui supportent la chaise du roi, qui supportent le pouvoir royal. La même chose se trouve de l'autre côté de la porte, du montant de la porte. Et vous avez ces personnages, tous différents, et c'est très intéressant parce que on est en train de travailler là-dessus. On a des textes qui ne sont pas ici sur le même monument, mais ailleurs, qui vous reprennent un petit peu toutes les États-nations de l'Empire, et on essaie de se caler, de se caler par rapport au texte, entre le texte et la représentation des personnages. Certains sont faciles à reconnaître, d'autres sont plus difficiles à reconnaître. Mais les costumes, les attitudes sont totalement différentes. Les costumes sont différents. Alors vous avez un Cappadocien, un Arménien, par exemple, vous prenez les Arméniens, qui est représenté, comme vous avez vu tout à l'heure, et ici, il est représenté totalement différent. Alors ça nous pose des problèmes. Ça nous pose des problèmes parce qu'on est là-dedans dans quelque chose qui s'est joué de nous au niveau symbolique. Et ça, c'est très très important. Vous voyez ici des personnages
et les personnages sont sensiblement différents de ceux qui sont représentés sur les escaliers d'Apadana. Vous voyez, le roi est ici. Le roi s'adresse certainement à son peuple, puisqu'il y a le Pravahar qui est là, au-dessus. Et sur les portes, vous avez quelque chose de tout à fait particulier. Vous avez les portes latérales, vous avez le roi représenté ici, tuant le génie du mal. C'est le roi qui est le garant symboliquement de la paix et de la bonne marche de l'Empire, et c'est lui qui est représenté tuant le monstre qui symbolise le daimon, le daiva, c'est-à-dire l'élément perturbateur, le mauvais, l'esprit du mal. Hein, dans le zoroastrisme, on le connaît bien. Et vous avez le roi qui maintient l'animal et qui plante, vous voyez, son épée dans cet animal. Symboliquement, c'est le roi qui est le garant de la bonne marche de l'Empire et qui s'oppose au génie du mal. Alors, il y a plusieurs portes avec plusieurs animaux. Vous voyez que ces animaux sont des animaux composites avec tête d'aigle, donc des ailes, corps de lion, pattes d'aigle, queue de scorpion. Ici, vous avez un taureau, vous voyez, du Prambalicorne. Vous avez un animal qui est tout à fait d'un taureau. Ce sont des symboles du mal, du génie du mal, qui sont ici maîtrisés et tués symboliquement par le roi. Voici un autre très beau relief, vous voyez. On voit très bien le roi, toujours maintenant l'animal de sa main droite, et le tuant, l'enfonçant de sa main gauche. C'est curieux, parce que moi, une épée, je suis droitier, je la prends de la main droite. Donc ici, il la prend de la main gauche. Et de l'autre côté de la porte, eh bien, c'est la main droite qui joue. Donc, vous voyez, il y a une image en stéréotype, en miroir, entre un montant de porte et l'autre. Quelque chose de tout à fait étonnant, c'est à Persépolis, vous avez des dizaines et des dizaines de représentations dans les limons des escaliers, c'est ce qu'on appelle le limon d'escalier, c'est-à-dire c'est le mur de la montée. Vous avez quelque chose de tout à fait particulier, vous avez un lion qui s'abat sur un taureau. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça vous dit? Et un jour, il y a un astronome, oui, qui dit, mais écoutez, le 21 mars, c'est très simple. Le Nauru, c'est très simple. La constellation du taureau passe sous l'horizon, et c'est la constellation du lion qui monte. Donc vous avez le taureau qui s'effondre, et le lion qui monte, pratiquement l'une à côté de l'autre. Béto, Gétan, Libi, Basco, c'est pas tellement loin. Bélier, taureau, lion, donc à quelques encablures près, à quelques étoiles près, c'est le lion qui vient remplacer la constellation du taureau. La Terre a changé, hein, la position de la Terre n'est pas la même dans l'univers par rapport au Soleil, et c'est le lion qui prend la place du taureau. Voilà, valeur symbolique. Si on doute que ce site cérémoniel était ouvert le 21 mars, on ne peut plus le douter à cause de ça. Et ce sont des éléments que l'on retrouve tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Voici un autre élément, vous voyez, c'est toujours la même iconographie, c'est le lion qui vient dévorer le taureau. Voilà, ici en image, vous voyez, le lion dévorant le taureau, tout ça a été peint à l'époque. Voilà, la Tachara, ce bâtiment qui a longtemps été d'un grand mystère. On a dit que c'était la résidence des rois quand ils se trouvaient le 21 mars, donc le Nowruz, ils habitaient là. Point d'interrogation. On ne sait rien du tout si c'était un bâtiment destiné au roi, au logement du roi, au service du roi, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons, voilà la Tachara. Et là, c'est encore la grande tente de l'époque du Shah, des fêtes de Persépolis, qui est encore visitable, qui est encore là, qui est restée, malgré que nous soyons en République islamique d'Iran, eh bien la tente du Shah est toujours restée. Voilà le bâtiment, tel que vous l'avez vu du cou, vu de la montagne, et qui apparaît devant vous. Regardez la taille des personnages. Alors il y a une partie publique, je dirais, avec une grande salle de réception, une terrasse entrée, et puis une partie qui est une partie privée, avec quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui nous a fait penser au Lord des Fouilles que c'était la résidence du roi, c'est qu'il y a une salle d'eau, pas une salle de bain, je rassure, une salle d'eau, où il y avait un sol qui était fait pour recevoir de l'eau. Ce bâtiment-ci, voilà, le Tachara, une autre vue. Je suis ici sur le Hadish, sur la terrasse du Hadish. Je photographie ceci.
Et nous savons qu'à Persépolis, il y avait quelque chose de tout à fait particulier. Nous avons des textes qui nous disent qu'il y avait un Paradisa. Alors, je ne fais pas de publicité, il y avait un paradis, un Paradisa. Et on se demande ce que ça veut dire le Paradisa, mais on sait maintenant, donc je ne sais pas si j'ai... Oui, peu importe, pas de problème. Et ce bâtiment, eh bien, était desservi, les escaliers représentent, vous avez des serviteurs qui montent. Alors on dit, oui, mais voilà, c'était la salle de banquet, la vraie salle de banquet, et c'est la représentation des gens qui viennent apporter des victuailles au roi. Ah ben non, 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 allez, arrêtez, arrêtez. Il faut voir ça d'une manière symbolique. C'est vraiment du roi qui est ici représenté. Bon, il est possible qu'il était comme ça, il est possible qu'il n'ait pas été comme ça, il est possible que... Mais c'était un bâtiment qui était autrefois réservé symboliquement pour l'usage privé du roi. L'usage privé du roi, bon, le roi devait manger, donc comme tout être humain. Le voici, voilà, c'est de nouveau les représentations, non plus réelles, mais de manière symbolique. Et vous avez ces marches qui montrent bien que les personnages ne montent pas les mêmes marches que celles que vous utilisez pour monter à la terrasse du bâtiment, mais sont des marches tout à fait symboliques, et c'est une démarche tout à fait symbolique de gens qui étaient vraisemblablement pas costumés. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un homme, un serviteur, apporte un agneau armé devant le roi. C'est tout à fait impossible. Imaginez-vous que s'il avait envie de tuer le roi, il pouvait tuer le roi. Donc voilà. Donc ceci est des marches symboliques. Voilà. Donc, voilà le Paradisa. Voilà la transformation. Voilà ce que je voulais vous demander. Voilà. Voilà. Cette cour qui est ici devait être l'endroit où se trouvait le Paradisa. Et vous avez sur les portes, comme le Hadish, vous avez le roi sortant avec son parasol. Il allait vers où? Il n'allait pas aller aux courses, ni au Deleuze, ni au Carrefour. Non, il venait faire sa promenade quotidienne dans son Paradisa. Alors les tombes, vous avez de nouveau ces fameuses tombes, et ces tombes ici, supportées par 28 nations. C'est l'époque d'Artaxerxès Ier, c'est la tombe d'Artaxerxès Ier, donc successeur de Xerxès, 28 États-nations qui sont représentés ici, chacun avec un costume un peu différent de celui que vous avez vu tout à l'heure sous la porte, ce qui nous pose des problèmes. Mais il y a un intérêt, c'est que dans le site en face, Nakhiroustam, vous avez, sur la tombe de Darius et sur la tombe d'Xerxès, vous avez des textes où on dit telle État-nation, suivi de telle État-nation, suivi de telle État-nation. Alors nous essayons de retrouver les noms de tous ces États-nations. Alors je vais bientôt terminer. Voici le trésor, le relief du trésor, qui nous montre le roi recevant un fonctionnaire. Ce n'est pas le fonctionnaire XYZ qui est représenté ici. C'est symboliquement la fonction du roi de recevoir le fonctionnaire, n'importe quel fonctionnaire qui arrivait devant le roi et qui non pas c'est la proskinèse que les Grecs ont appelé la proskinésis. Eh bien, ce n'est pas la proskinésis, c'est simplement le fait de garder, en fait, de se protéger la figure du roi de tous les postillons qu'on pourrait lui envoyer. Donc c'est quelque chose de tout à fait symbolique. C'est une audience totalement symbolique, comme elle devait l'être pour tous les fonctionnaires qui venaient devant le roi. Voilà, de nouveau, le roi est ici. Il s'adresse vraisemblablement à des gens. Et quand il ouvre la bouche, vous avez le Fravar qui est ici, qui n'est pas gardé, mais qui, en fait, il est là pour protéger la bonne parole et assurer la bonne parole du roi. Voilà le Fravar, de nouveau, oui, qui est ici représenté, au-dessus du dais. Et là, on sait que le roi s'adressait, il y a des inscriptions. Quelque chose, et je terminerai par là. Mais voilà. Voilà. Ici, la porte inachevée, vous avez quelque chose de tout à fait particulier. Les gens sont là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mes chers amis, c'est le sommet des chapiteaux, des colonnes qui soutenaient les toitures de la Padane. Le voici reconstitué au Louvre, venant de Suse. Vous voyez, c'était les éléments, et regardez bien, vous avez des éléments qui étaient rapportés, comme les cornes, comme les pattes. Ici, on les a repris, on les a retrouvés tels quels, et on les a remontés. Il y avait une petite poutre ici,
qui surmontait les têtes, et sur cette poutre, c'était les grandes poutres du plafond, bien entendu, sur lequel on mettait la terrasse. Et vous avez donc cet élément-ci qui a été reconstitué, tel quel, donc on l'a trouvé, et les éléments de Persépolis que l'on a retrouvés sur place et que l'on remonte progressivement. Ce sont des gardiens. Ce sont des gardiens. Ils ont comme symbole de garder le palais devant lequel ils se trouvent, c'est-à-dire du portique généralement où ils se trouvent, eh bien ils sont censés garder le site lui-même comme étant un site tout à fait sacré. Et il devait se trouver ici au sommet, vous voyez, de la colonne. Vous avez la colonne, le fût de la colonne. Vous avez un chapiteau extrêmement composite avec plusieurs éléments qui viennent d'Égypte, d'Ionie, d'Assyrie. Et au sommet, vous avez ces deux taureaux adossés. Importance du bâtiment au niveau symbolique, il devait être gardé par ces génies. Le voici, donc, comme vous connaissez. Il y en avait d'autres, des chapiteaux, comme des lions qui se trouvent ici. Il n'y avait pas que des taureaux, il y avait des lions, les voici. Voici quelque chose de tout à fait particulier, un symbole qui a été repris par Iraner, c'est le griffon. Voici la tête de griffon. On les a retrouvés dans ce qu'on appelle la partie de l'atelier, mais on n'a jamais su, on ne les a jamais retrouvés sur place, donc on n'a jamais su où ils allaient être placés. Ils étaient certainement apotropaïques, donc ils gardaient soit une entrée, soit un portique d'un bâtiment qui était censé être sacré, à usage symbolique, donc très important. Les voici, regardez les pattes, c'est superbe comme animal, c'est quelque chose de tout à fait particulier. J'arrive. Et voilà, c'est la dernière image de Persépolis. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop fait de symbolique, parce que si on avait travaillé la symbolique, on aurait pu rester jusqu'à demain matin. Mais voilà, je m'arrête là. Voilà. Le mot Nowruz est composé de deux morphèmes, No et Ruz, qui signifient nouveau et jour. Il s'agit du nom attribué à la grande fête iranienne. Cette fête coïncide avec le premier jour du printemps, 21-22 mars, au moment où le soleil entre dans le signe du bélier, le premier signe du zodiaque. Concernant cette fête, les chercheurs ont plusieurs avis, qui parfois divergent quelque peu, mais trouvent tous leur origine dans les rites et les traditions ancestrales persanes. Selon les traditions iraniennes mythiques et zoroastriennes, Nowruz est le jour où Dieu créa l'univers. Il marqua la Renaissance. C'est également le jour de la création de Gayumart, le premier roi mythique dans le Shahnameh de Ferdowsi, qui fut plus tard assimilé à Adam. D'après Omar Khayyam, dans son œuvre Nowruz Nameh, qui signifie lettre du Nouvel An, la raison de l'apparition de Nowruz vient du fait que le soleil a deux cycles. L'un est celui de 365 jours et un quart, au terme duquel il revient à 0 degré du signe du bélier, au même jour et à la même minute où il l'a quitté. C'est la raison pour laquelle chaque année dure 365 jours et un quart. D'après le récit du Shahnameh de Ferdowsi, grand poète iranien du Xe siècle, promoteur de la langue et de la culture persane, Nowruz correspond au jour du couronnement du mythique roi perse Jamshid. Il fit un trône digne d'un roi et y incrusta toutes sortes de pierreries, et à son ordre, les dives le soulevèrent et le portèrent de la terre vers la voûte du ciel. Le puissant roi y était assis comme le soleil brillant au milieu des cieux. Les hommes s'assemblèrent autour de son trône, étonnés de sa haute fortune. Ils versèrent sur lui des joyaux et donnèrent à ce jour le nom de jour nouveau, Nowruz. C'était le jour de la nouvelle année, le premier mois de Farvelti. En ce jour, le corps se reposait de son travail et le cœur oubliait sa haine. Les grands, dans leur joie, préparaient une fête qui s'est conservée de ce temps jusqu'à nous en souvenir du roi. Il était aussi intéressant de savoir que les symboles de Nowruz et du Nouvel An iranien peuvent aujourd'hui encore être admirés sur les murs de Persépolis.
Ils sont les témoins de la renaissance et du renouvellement de la nature. Il s'agit de deux animaux, le lion et la vache. Selon les archéologues, le premier est le symbole de la chaleur et du soleil, et l'autre est le symbole du froid, de la lune et de la nuit. Ces gravures sur les murailles des escaliers du palais et de l'Apadana nous montrent la bataille entre un lion et une vache, dans laquelle il semble que c'est le lion qui vaincra. La victoire du lion est l'emblème de Nowruz et l'arrivée du Nouvel An. Sur le reste des gravures figurent des troupes armées rassemblées autour du roi Akhéménide. Elles fêtent la fin du froid et de l'hiver. À partir de tous ces récits, il apparaît que le Nouvel An iranien et la fête de Nowruz puisent leurs racines dans les traditions ancestrales de l'Iran. Dans ce territoire multiethnique, les gens sont toujours heureux de l'arrivée du Nouvel An et continuent chaque année à fêter ce changement de la nature avec leurs propres traditions qui peuvent légèrement varier d'une ethnie à l'autre. Les fêtes de Nowruz sont préparées dès le dernier mois de l'hiver. Les Iraniens font alors un grand nettoyage dans les maisons afin d'accueillir au mieux la nouvelle année. Tout d'abord, dès le début du mois de mars, on fait germer des lentilles ou du blé dans une assiette qui, une fois levée, formera un petit tapis haut d'une dizaine de centimètres et que l'on ceinturera d'un ruban de couleur plutôt rouge. Pour ce faire, on prend les lentilles ou le blé que l'on dépose dans une assiette, puis que l'on couvre avec un chiffon ou du coton et que l'on conserve dans un endroit relativement abrité à l'intérieur. Quand les germes apparaissent, on découvre les assiettes, de ce qu'on nomme sabzeh, symbole le plus important de Nowruz, comme le sapin de Noël chez les chrétiens. Durant cette période se déroulent aussi les cérémonies des achats de Nowruz, achats qui doivent se faire en famille et qui consistent avant tout en l'achat d'habits neufs, spécialement pour les enfants. On achète également des produits et des aliments qui vont servir pour le jour même de Nowruz. Durant le dernier moment précédant le passage à l'année suivante, c'est-à-dire la veille du Nouvel An, les rues sont très animées. Le lendemain, premier jour de la nouvelle année, débutent les traditionnels Eid Didani, les visites familiales. Selon les traditions, c'est toujours aux plus jeunes d'aller rendre visite aux personnes les plus âgées de la famille. En allant rendre visite aux grands-parents, aux oncles et aux tantes de leur famille, les enfants reçoivent des cadeaux ou parfois de l'argent. Toute la famille se réunit autour d'un plat traditionnel du premier jour de Nowruz, sabzi polo bamari. Il s'agit d'un plat de riz avec des herbes hachées et parfumé comme du persil, de la nette ou de la ciboulette. Ce plat est toujours servi avec du poisson et un plat de coucou sabzi, sorte d'omelette aux herbes. La tradition principale de Nowruz est la disposition des haftines. Il s'agit de 7 éléments dont le nom commence par la lettre S ou signe de l'alphabet persan. On les dispose sur une nappe et ils y restent jusqu'au 13e jour après le Nouvel An. Ces objets symbolisent chacun différents aspects du bonheur et de la force créatrice. Chaque famille iranienne essaie de garder leur table des haftines la plus jolie possible, puisque le sens spirituel est aussi important que la façon dont ils sont disposés, car les visiteurs voient cette disposition comme une représentation de leur goût. Le plus souvent, on décore la table avec d'autres objets tels que des œufs décorés, symboles de la fertilité, des bougies, le bonheur, des poissons rouges, la vie, ainsi qu'avec le courant, le divan de Hafez ou le Shahnameh et un miroir. Merci. خب حالا به فارسی چیزی که دینا خونده شونم منم به زبان فارسی میخونم. نوروز جشن زایش هستی و مردم. نوروز از دو واژه نو و روز ترکیب شده و معنای روز نو و یا روشنایی تازه میدهد. پژوهشگران درباره سرچشمه این جشن نگرش‌های گوناگونی دارند که بسیار کم با همدیگر متفاوتند، اما همگی میپذیرند که برآمده از مناسک و فرادهش‌های نیاکانی ایرانی میباشد. بنابر فرادهش‌های اوسانه‌ای، مزدایی و زرتشتی، نوروز آنگاهی است که خدا هستی را آفرید. در ضمن نوروز دگرزایی نمادین آفرینش را بیان می‌کند. از سوی دیگر نوروز آنگاهی است که بنابر شاهنامه کیومرث نخستین شاه اوسانه‌ای ایرانی بر تخت می‌نشیند و دودمان شاهی ایران زمین آغاز می‌شود. این شاه در ضمن نخستین انسان نیز است که پا بر هستی می‌گذارد. در شاهنامه فردوسی که برافرازنده واقعی زبان فارسی دری و بنمایه فرهنگ ایرانی است،
نوروز برابر با روز تاجگذاری جمشید شاه می باشد. جمشید تختی برازنده شاهی برافراشت، فردوسی میگه، و آن را با گوهران گوناگون آرایید. دیوان به دستور او تخت را بر دوش گرفته و از زمین به گنبد سپهر بردند. شاه پرتوان و نیرومند در آن زمان همچون خورشیدی تابان در میان آسمان می درخشید و مردمان شگفت زده به دور تخت او گرد آمده و بر او گوهرها می پاشیدند. از همان روز نام آن زمان روز نو یا نوروز شد. روز جهانی تازه، روز فروردین، ماه فروشان و یا پیکار جویان درخشان نیکجویی در این روز تنها می آرامند و دلها کینه ها را به دست فراموشی می سپارند. بزرگان در این روز پر از شادی جشنی برپا می کنند که این جشن با شکوه تا به امروز به یاد جمشید شاه پابرجاست. جالب است بدانید نماد نوروز سال نو ایرانیان با سنگ برجسته هایی در دیوارهای تخت جمشید نگاریده شده. این سنگ برجسته های نمادین گواه دوباره‌زایی و نو شدن طبیعت هستند. در یکی از این سنگ برجسته ها شیر و گاوی نمایش داده شده‌اند که بنابر باستانشناسان شیر نمایانگر گرما و خورشید و گاو نمودار سرما و ماه است. در این سنگ برجسته می‌بینیم که شیر و گاو در پیکار هستند و به نظر می‌آید که شیر بر گاو چیره گشته. پیروزی شیر همانا نشانه نوروز است، یعنی فرارسیدن سال نو، سال گرما و پایانی سال سرما و کهنه. در دیگر سنگ برجسته ها سربازان و مهمانانی دیده می شوند که همراه با شاه هخامنشی نوروز را جشن می گیرند. بنابراین روایت ها دیده می شود که جشن نوروز ریشه های خود را از فرادهش های نیاکانی ایران زمین دارد. سرزمینی چند قومی و دارای تاریخی مشترک که در آن مردمان کوشیدند با شادی بزیند و امید را همیشه با فرارسیدن نوروز زنده نگه دارند. از همین روز نوروز مایه یگانگی تیره ها و اقوام ایرانی است که با کمی تفاوت از چین تا آسیای کوچک، از داغستان تا خلیج فارس جشن گرفته می شود. سفره هفسین یکی از مراسم مهم نوروزی می باشد. بنابر دانشنامه ایرانیکا تاریخچه این رسم مبهم است و هفسین احتمالاً رسم کهنی نیست. در یک دو بیتی که به طور روشنی معاصر می نمایاند ریشه این سنت را از زمان کیانیان و در اصل به صورت هفشین بیان می کند. روز نوروز در زمان کیان می نهادن مردم ایران شهد و شیر و شراب و شکر ناب، شم و شمشاد شایع اندر خوان. ایده هفشین توسط بعضی ایرانیان پشتیبانی می شود که از جمله می گویند شراب به دلیل باورهای اسلامی تر جایش را به سرکه داده است و هفشین به هفسین تبدیل شده است. این نظریه به دلیل اینکه نام عناصر را به عربی می آورد و از عنصر ویژه‌ای چون سمنو نام نمی برد رد شده است. در بعضی ریشه‌یابی های دیگر هفسین را به هفت سینی ربط داده‌اند یا اصلش را هفت میم دانسته‌اند یا آن را از ریشه هفت چین به معنای هفت چیدنی نامیده‌اند که این ریشه‌یابی نیز از سوی پژوهشگران جدی گرفته نمی شود. ولی جدا از همه این مفاهیم مبهم و مشکوک، این را می توان گفت که این سفره در هر حال سفره ایرانی است و بسیاری از جهانگردان در مورد خود سفره هفسین چیزها نوشتند. در هر حال اگر دیگر عناصر سفره را در نظر بگیریم می توان گفت که نوروز یا هفسین نوروزی در واقع نماد امشاسپندان می باشد. شیر نماد معذرت میخوام و این رو بعد چاپ شده در هر و هومن نماد سپنده
و بیدمشک و در این حال سپندارمز نماد زمین و باروری است و در این حال سمنو نمادی است از آناهیتا. در این حال سمنو تقویت کننده قوای جسمی شمرده می شود. در هر حال چیزی که مهم هست اینه که سمنوی نوروزی من البته الان سعی میکنم یه جور دیگه بخونم و اینکه تمامش بعد ماشین شد و اینم از خودم میسازم میگم. سمنوی نوروزی فقط مخصوص زنان بوده و مردان را به آن راهی نبوده. زمانی که سمنو را آماده میکردن اجازه نمیدادن مردها بیان و سمنو پزان باشه. سمنو پزی فقط مخصوص زنان بود و در این حال میدونیم در فرهنگ شیعه این سمنو پزی به فاطمه زهرا نسبت داده میشه و فاطمه زهرا در واقع یک عکسی وارونه از اندیشه آناهیتا در ایران. حالا اونو بعدا می‌بینیم. و دیگه اینکه در آیین نوروزی ساسانیان عدد 7 اهمیت داشته است. ساسانیان در نوروز 7 دانه را بر 7 ستون می‌کاشتند یا نانی می‌پختند و از این 7 تا در واقع همون چیزی هستش که ما صحبت 7 سین می‌کنیم. در واقع خود عدد 7 مهمه و در عدد 7 که ما یک سری عناصری رو دخالت میدیم یا در روی سفره میذاریم که تمام این عناصر به معنای باروری و در این حال آفرینش و زایایی هستند. در هر حال چیزی که میشه گفت در مورد 7 سین اینه که خود 7 سین به این معنایی که الان متداوله که میگیم باید 7 تا سین باشه، این یه چیز کاملا تازه است و میتونیم بگیم که از اوایل سده 20 به این طرف به صورت 7 سین در اومده و اینکه در هیچ کدوم از آثار دوره اسلامی و حتی قاجار ما اینو نمیبینیم. یک جهانگرد اروپایی است به نام تولارد که زمان قاجاری به ایران اومده و ایشون در کتابش تمام مراسم نوروزی رو که در دربار قاجاری انجام میشده تحریر کرده و ما به هیچ وجه با چیزی به نام 7 سین روبرو نیستیم و ایشون از 7 سین هیچ صحبتی نمی‌کنه. خب سپاسگزارم. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود غیر از آفریدگار زیبایی ها هیچ کس نبود. در روزگاران خیلی 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 گذشته میشه گفت 5000 سال، میشه گفت 3000 سال و معلوم نیست واقعا این تاریخ از کجا آغاز شده. در این روزگار یک بانوی سپید پوش که بسیار بسیار زیبا بوده، این بانو به نام بانوی سرما عاشق کسی میشه به نام نوروز. این نوروز آقای بوده بسیار با ریش‌های بلند و حالت چیندار و لباسش بلند بوده با با زربفت‌ها یا گل‌هایی که به رنگ‌های مختلف بوده این لباس و همیشه این دو نفر عاشق هم دیگه بودن، ولی چون معنویتی در کشور ما این هستش که عشق‌های فلسفی خیلی 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 پای داره، روی این اساس هستش که این دو نفر هرگز به هم دیگه نمیره. سرما از روز 5 اسفند که آخرین ماه سال ایرانی هست، 5مین روز ماه اسفند، این شروع می‌کرده قندیلای خونش رو، پنجره ها رو، فرش ها رو می‌شسته، خلاصه در و دیوار رو رنگ می‌کرده و به طور کلی کوشش می‌کرده که خونه رو اونچنان تمیز بکنه که معشوقش که نوروز بوده یا اون عاشق اون کسی که بوده به نام نوروز این بیاد و خلاصه اینا با هم گفتگوی بسیار عاشقانه داشته باشن. در هر صورت قندیلا رو میشکنه. قندیلا برای بچه‌ها بگیم که این آبایی که بعضی مواقع میبینید که توی کشورهایی که خیلی خیلی سرده
این آبها به صورت یخزده در میاد. در هر صورت این بانو میاد تمام اینها رو میشکنه و تمیز میکنه، همینجوری تمیز میکنه، مرتب میکنه دیوار و پرده ها رو. خلاصه خیلی 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 زیاد کوشش میکنه که خونه رو تمیز کنه. خلاصه روز 5 اسفند که روز سپندارتمی یا سپندارمز هم گفته میشه که به دلیل اینکه ف نبوده، ف به پ تبدیل شد، یعنی پ به ف تبدیل شده، به نام سپندارتمی یا سپندارمز یا اسفندارمزه. در این روز به خصوص درختکاری میشه و زمین نفس میکشه، باد میاد. بادها اگر حساب بکنید که همه دوستانی که احساس هوای بهار رو میکنن، یک توی وجودشون یک احساس زیبایی به وجود میاد. خلاصه توی این زمان درست در همین حالتی که وجود داره دیگه بانوی سرمای سپید پوش که همیشه از سرما توی گردنش چی داشته؟ یه دونه گردنبند داشته که این گردنبند از سرما بوده که به همدیگه میچسبیده و اینو همیشه دور گردنش داشته. این همچون دور گردن بانوی سرما بوده تا اینکه چه اتفاقی میفته؟ اتفاق به این شکل میفته که میرسه به 29 یا بعضی مواقع 30 اسفند ماه در رو دیگه عموی که ما بهش میگیم عمو نوروز که اینطوری نیست، میتونیم بگیم که چون عموی واژه عربی هست فقط میتونیم بگیم که نماینده نوروز که همون عاشق بانوی سرما بوده آروم از تمام، چون ایران در ایران قدیم به هیچ عنوان خورشید نمیخوابیده. از این طرف که خورشید بیرون میومده غروب میکرده، از طرف دیگه خورشید بیرون میومده. خب توی این حادثه، توی این اتفاقی که میفته، این عمو نوروز آروم آروم از هر جایی که میومده توی جیباش شیرینی داشته و گل داشته و چیزای بسیار بسیار خوشمزه داشته و برای بانوی سپید پوشی که نامش سرماست یک گردنبندی رو درست میکنه که از شکوفه های چی هست؟ از شکوفه های تمام ایران هست و لباسش هم پر از شکوفه های زیبای بهاری هست. خب به همین شکل که این اتفاق میفته، نوروز آهسته آهسته وارد میشه و در رو باز میکنه. در رو که باز میکنه میبینه ای داد بیداد، باز هم بانوی زیبای سپید پوش خوابیده. خب پیش خودش میگه که ای داد، بالاخره من نتونستم با عشقم بشینم و گفتگویی داشته باشم، لذا خیلی 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 آروم، خیلی خیلی آروم گردنبند که از دونه های یخ زده بوده در میاره و به جاش آروم شکوفه های که از تمام جاهای مختلف گرفته میندازه چی؟ توی گردن بانوی سرما که نامش بانوی سرما بود. خلاصه خیلی آروم اون نارنجی که توی دستش بوده که ایرانیان قدیم بر این باور بودن که کره زمین گرده و میان دور تا دورش آب هست، این نارنج رو میندازه وسط چی؟ وسط اون پوزه آبی که روبروی آینه قرار داره و آروم خیلی خیلی آهسته در خونه بانو سرما رو میبنده و چی میشه بچه ها؟ بهار میاد، نوروز میاد و همه دوستان رو خوشحال میکنه. این بود داستان عشق بانو سرما و
کرده. Un air de danse. C'est le Nowruz aujourd'hui, donc c'est un air de danse. Il fallait danser, mais c'est pas grave. Un air d'Asie centrale.
Merci. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد. چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر. مجلس وعظ دراز است زمان خواهد شد. ای دل عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا را که زمان خواهد شد. ماه شعبان من از دست قدح که خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد. مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود، چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد. حافظ از بحر تا آمد سوی اقلیم وجود، قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد. Le doux souffle de la brise répandra son musc encore. Le vieux monde, de nouveau, retrouvera sa jeunesse. L'arbre de Judée tendra sa coupe pourpre au jasmin, tandis que l'œil du narcisse contemplera l'anémone. Après la longue douleur de l'exil, le rossignol, en criant, s'élancera vers la tente de la rose. Si j'ai quitté la mosquée pour me rendre à la taverne, c'est que l'oraison est longue et que le temps est trop court. Ne remets pas à demain, mon cœur, la joie d'aujourd'hui. Qui serait garant demain de la valeur de ta vie? La rose nous est très chère, jouissons de sa présence, car elle part du jardin aussitôt qu'elle est venue. Ménestrel, pour ce banquet d'amis, chante des poèmes. Ne parle plus du passé, ni du moment qui viendra. Hafez est venu pour toi, au pays de l'existence. Fais quelques pas pour lui dire adieu, car il va partir. Merci beaucoup.